Je suis heureux de recevoir Mehdi Houraoui. Bonjour à tous. J'adore la présentation qui est faite à la fin. Ancienne plume politique. Mehdi Houraoui signe avec Nul nous. n'est parfait. On a tous eu une vie avant d'écrire. Mais... Exactement. Il y a des choses plus intenses grave, que ça, voilà, qui sont votre formation, vos études, etc., et qui fait que dans ce roman, Mon fantôme, vous décrivez un univers que finalement vous connaissez assez bien pour l'avoir parcouru vous-même dans votre jeunesse, si je peux me permettre. Alors, pas vraiment. Bonjour à tous. Bon, d'abord, évidemment, je suis très heureux d'être avec vous au Maghreb des livres. Je sais que vous attendez tous Yasmina Kadra, qui viendra juste après moi. Mais c'est pas grave, je fais une bonne première partie, vous verrez. Exactement. Mais ça me fait très plaisir que vous soyez nombreux, du coup. Alors, dans ma jeunesse, pas vraiment, parce que j'y pensais. C'est un livre à propos de Rachita. Bon, Rachita, pour le coup, c'est une référence. Je m'en aperçois chaque jour davantage avec ce livre, qui est clivante géographiquement et générationnellement. C'est-à-dire que malheureusement pour les gens qui ont mon âge et plus, je vous annonce une mauvaise nouvelle, c'est que la nouvelle génération ne sait pas qui est Rachita. Si je vois je veux pas faire peur aux jeunes filles qui sont là au premier rang, mais les pauvres, si on leur demande, elles auront honte de nous répondre parce que malheureusement la nouvelle génération, c'est une chose dont je m'aperçois de plus en plus en signant le livre, en parcourant la France, etc. pour aller signer le livre, c'est que je pensais que Rachita est une référence universelle dans notre pays pour une raison simple, c'est que d'abord c'est un grand chanteur populaire français. C'est-à-dire qu'il est chanté, dansé dans tous les mariages, dans toutes les bar mitzvahs, dans tous les baptêmes, depuis des décennies dans ce pays. C'est un grand chanteur arabophone et c'est un grand chanteur world, disons. C'est-à-dire qu'il a été reconnu par des gens comme Brian Eno, comme les Clash, etc. Et donc, je suis toujours un peu étonné de voir que cette référence musicale, quelqu'un qui a été un artiste extrêmement connu, et puis en quelques années, parce qu'il a disparu il y a 5 ans maintenant, on a commémoré il y a quelques jours les 5 ans de sa disparition. Je suis toujours un peu étonné de voir comment étonné en même temps, pas tant que ça, vous imaginez bien, de voir comment sa mémoire a été un peu effacée dans ce pays, alors que ça a été une grande figure artistique et que peut-être si ça n'avait pas été Rachita, il aurait été oublié un peu moins vite. Et il y a une raison à ça, probablement, c'est qu'évidemment Rachita, ça n'est pas que de la musique, et je le dis alors là pour le coup pour les nouvelles générations, mais aussi pour les gens qui ne le connaîtraient pas et qui seraient un peu plus âgés, c'est que c'est aussi une référence politique. C'est que oui. c'est pas tout à fait ma jeunesse, c'est plutôt mon enfance, parce que carte de séjour c'était 85, donc moi j'avais 4 ans à cette époque-là, mais j'ai essayé de retracer ces 4 décennies à travers cette histoire d'un fantôme de Rachita qui apparaît au narrateur, qui est un prof très rangé, très normal. Et donc à travers cette histoire d'un fantôme de Rachita qui apparaîtrait au narrateur, j'ai essayé de retracer ces 4 décennies où on est passé un peu bizarrement de Vive Zidane à Vive Zemmour, un peu vite. Et donc voilà, cette histoire retrace un peu cette histoire-là aussi. C'est un texte qui m'a beaucoup touché, parce que j'ai le bénéfice de l'âge, donc je connais bien cette période. C'est-à-dire que vous racontez un moment, une histoire dans laquelle finalement les activistes des années 80 étaient pleins d'espoir. Ça raconte en partie une désillusion. Pour les plus âgés d'entre nous ici, et pour les plus âgés, il n'y a pas besoin d'être très très âgé pour avoir ce sentiment-là. On a eu dans le... Alors, pour vous situer, parce qu'évidemment tout le monde n'a pas lu le livre, j'espère que tout le monde le lira, mais c'est l'histoire vraiment d'un prof très banal qui s'appelle Mehdi. Je voulais pas que ce soit un cliché, je voulais pas que ce soit un djihadiste, un dealer, un flic de cité en conflit d'identité avec son frère, sa sœur, son machin. Donc je voulais que ce soit un type normal qui un jour dans son bus voit débouler le fantôme de Rachita et qui lui demande d'annoncer sa résurrection au monde. Et il a la même réaction que vous et moi. Il dit non mais j'ai envie de finir avec une camisole, donc non. Et en échange, il lui propose d'exaucer un vœu. Voilà. Et à partir de là, ils vont partir ensemble dans un certain nombre d'aventures, etc. Et c'est vrai que Mehdi fait partie, le narrateur est un peu plus âgé que moi dans le livre, et il fait partie de cette génération qui a cru, mais moi j'y ai cru aussi,
que dans ce pays, la question des discriminations, du racisme, ce qu'on appelle l'intégration, moi j'aime pas ce terme, mais en tout cas voilà, surtout la question des discriminations et du racisme contre les Arabes dans ce pays, allait s'améliorer, voire s'arranger presque par magie, par miracle. Il suffisait de cocher toutes les bonnes cases. C'est-à-dire c'est un bon prof, qui a bien tout respecté, qui a respecté toutes les règles, qui a fait des bonnes études, qui a fait tout ce qu'on lui a demandé. Et en fait, ça marche pas. Et sa fille, d'ailleurs, Nora, c'est lui qui est plutôt une activiste de la nouvelle génération, qui s'occupe par exemple d'islamophobie, qui s'occupe de racisme systémique dans la police, etc. Considère que lui, c'est un arabe de service, considère que c'est un arabe intégré. Et donc, il y a ce conflit de génération entre eux, qu'on voit aussi d'ailleurs entre nous et nos enfants à certains égards, d'enfants qui sont d'une nouvelle génération et qui nous disent les gars, en fait, vous avez cru que tout ça allait se régler tout seul, mais en fait, ça ne s'est pas réglé tout seul. Et donc, c'était aussi ça que je voulais décrire ces années-là. Et en même temps, ce personnage qui est d'apparence anodine, je dis bien d'apparence, parce qu'en fait, il se passe des choses dans son intériorité qui sont de plus en plus intéressantes. C'est un roman qui est construit de manière précise, avec une composition très très ferme, et je n'en dévoilerai pas la fin, rassurez-vous. Mais effectivement, pour avoir un regard, une sorte de compréhension, mais j'aime pas le mot non plus dans ce cadre-là, ça se passe dans les dernières pages, et on est complètement abasourdi par cette histoire. Voilà, elle tombe dessus. Parce que le texte, il est drôle, il est ironique. Le personnage pratique a un sens de la dérision qui est assez fort. Et puis peu à peu, cette ironie, cet humour s'effrite, se délite, part un peu en morceaux. Et puis vers la fin, ça devient un peu tragique. Donc en principe, vous riez un peu dans le roman, mais oui, beaucoup. On ne fait pas que rire. Pour le coup, ce que j'ai vraiment voulu et les dernières semaines n'ont pas eu besoin d'exister pour me convaincre que c'était indispensable. Ce que j'ai voulu, c'était des personnages que vous pouvez détester, qui peuvent vous exaspérer, vraiment, qui peuvent vous rendre fou, et en même temps que vous pouvez adorer, et qui peuvent être sauvés humainement, et qui à un moment donné ont tous un moment d'humanité qui fait que vous aurez envie de les sauver. Et ce qui me semblait important dans ce livre, c'était d'avoir certes ces deux personnages principaux qui sont Mehdi, le narrateur, et Rachita, qui sont un peu deux compères, presque comme dans les grands films d'humour des années 80, des années 70, donc des personnages un peu burlesques, etc. Mais aussi beaucoup de personnages secondaires qui sont des personnages tels qu'on les connaît dans nos vies, dans la société telle qu'elle existe aujourd'hui, qui peuvent être un peu exaspérants parfois. Par exemple, il y a une élève de Mehdi qui veut absolument faire toutes ses copies en écriture inclusive, mais aussi sur des copies lavables, même pas des copies recyclables, des copies lavables. Et donc évidemment, Mehdi, qui est un prof un peu à l'ancienne, etc., ça l'exaspère. Et donc vous avez un certain nombre de personnages comme ça dont on peut se moquer, qui sont un peu ridicules, qui sont un peu caricaturaux, mais qui à un moment donné sont des personnages dans les chaussures desquels vous pouvez vous mettre. Et donc il y a ça c'était vraiment très important pour moi, c'était d'avoir cette empathie, parce qu'en fait c'est le mot, c'est quand même le mot que je voulais pas prononcer, mais qui est le mot important, c'est de créer les conditions pour qu'on puisse se mettre dans les chaussures les uns des autres. Et c'est sûr que c'est peut-être un des éléments qui manque ces dernières semaines et ces dernières années dans notre société. Et puis en général, c'est cette capacité à se mettre dans les chaussures de celui qui a perdu un proche à Sderot, comme dans les chaussures de celui qui a perdu un proche à Gaza. Pour pas dire les mots les plus récents, mais c'est valable dans l'ensemble de notre société. C'est-à-dire que vraiment cette possibilité de se projeter dans la vie d'autrui et d'essayer non pas forcément d'adopter son point de vue, mais au moins d'essayer de le comprendre quelques instants et de le faire sien quelques instants pour essayer d'avoir un peu d'empathie pour lui. Il m'a semblé que c'était une chose intéressante pour tous ces personnages secondaires. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est cette galerie en fait, de personnages qui sont clairement identifiés et qui sont... comment dire, c'est jamais leur propre caricature. C'est-à-dire que vous avez prononcé le mot d'empathie, mais vous avez presque de l'admiration pour des personnages qui peuvent être parfois particulièrement irritants. Mais en tant qu'êtres, ce sont des êtres humains.
Et ça, c'est la grande force de ce texte qui laissait donner et apprécier cette humanité de chacun. Il n'y a pas de personnage épouvantable. Il n'y en a qu'un seul qui est un peu problématique. C'est le baron Samedi. Rachita est présenté ici comme un baron Samedi. Est-ce que vous le saviez, ça? Avec son haut de forme et son cigare. Oui, mais c'est toujours... pour le coup, là, dans mon texte à moi, c'est un fantôme. Ah oui. Et donc toutes les caricatures sont possibles à partir du moment où on ne parle pas effectivement des personnes elles-mêmes. Là où, pour le coup, moi j'ai un sujet sur la naissance du livre, c'est que on a tous vécu ces dernières années des événements en réalité qui nous ont beaucoup bousculés. Tous. Il y a eu une montée de l'extrême droite et du racisme dans ce pays telle qu'on pensait pas, honnêtement, telle que moi je ne pensais pas la revoir. C'est des choses qu'on pensait évacuer dans les années 80, où vraiment des choses du quotidien que je ne pensais pas revoir, que je ne pensais pas être obligé d'expliquer à mes enfants, et ainsi de suite. Donc on a vécu ça, on a vécu évidemment des attentats terroristes, on a vécu la Covid, on a vécu après des choses qui sont de l'ordre des mouvements sociaux, les gilets jaunes, etc. Et il y a quelque chose de vraiment qui me frappait, c'est qu'il y a finalement assez peu de fictions françaises qui se sont emparées de ces sujets-là. Si vous prenez par exemple un sujet comme le Brexit, tous les auteurs britanniques ont fait un livre sur le Brexit. C'est-à-dire que, par exemple, McEwan, il fait un livre, c'est une histoire d'amour. Bon, c'est une histoire d'amour, mais toute la toile de fond de l'histoire d'amour, c'est le Brexit. Et nous, c'est vrai que ce soit des sujets comme le terrorisme islamiste, que ce soit des sujets comme les gilets jaunes, que ce soit des sujets comme la Covid, etc., ça a donné lieu finalement à assez peu de fiction, et alors encore moins de fiction, disons, fantaisiste ou légère, parce que moi je voulais pas faire un livre qui vous plombe le moral. En plus, c'est pas grave, le livre, il faut quand même l'écrire. Donc, vous passez 2 ans, 3 ans avec. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est quand même de faire un livre déprimant pendant 2 ans, 3 ans chez soi. C'est quand même c'est une purge assez absolue. Et donc, j'avais cette idée qu'on pouvait aborder tous ces sujets-là, qui sont des sujets assez lourds et assez difficiles, de façon un peu fantaisiste, et convoquer la fantaisie, l'imaginaire, parfois le rire, pour aborder ces questions-là, et les aborder en laissant la part au lecteur, en laissant chaque lecteur être maître de sa réflexion, maître de ses idées. L'idée, c'est pas d'apporter une vérité révélée, c'est au contraire de laisser au lecteur et à la lectrice la liberté de sa propre imagination, et c'est la part du lecteur qui, à mon avis, est très, très importante. Il y a un passage central dans le roman. Le personnage de l'enseignant travaille à Henri IV, et à Henri IV, rituellement, dans le roman en tout cas, il y a un voyage à Auschwitz. Et donc ça, c'est un passage assez central et qui permet aux gens de se révéler peu à peu, jusque y compris dans l'alcool. Alors, c'est assez étonnant. Je vais résumer, vous allez être un peu horrifié, mais il finit très bourré dans une chambre d'hôtel à Auschwitz. Avec un de ses collègues, les deux n'ont aucune envie d'être là. Leurs élèves sont des bons élèves qui feront des bonnes dissertations, etc. Et les deux sont deux quinquas sexagénaires qui vraiment n'ont aucune envie d'accompagner des enfants et des ados à Auschwitz. Et c'est un peu le ressort du livre aussi, c'est que derrière cette scène, qui est une scène finalement assez choquante, d'avoir 2 types bourrés dans une chambre qui font un peu pas la fête, mais enfin qui font un peu la bringue quand même, qui boivent beaucoup d'alcool, etc. En réalité, et là c'est pareil, je ne le dévoilerai pas parce que c'est un des ressorts du livre, mais il y a évidemment du tragique et évidemment du terrible pour l'un des deux, et c'est un peu le ressort de chaque chapitre du livre, c'est que il y a assez peu d'humour gratuit, et quand il y a de la tristesse et quand il y a du tragique, c'est rarement fait sans qu'il y ait un peu d'humour pour l'atténuer. Moi le livre est vraiment né d'une chose qui est assez bizarre, c'est que j'ai vu des gens ces dernières années dire stop, je m'arrête. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes gens place arrière qui disent stop, on comprend pas ce qui se passe, on s'arrête. Voilà. Des jeunes gens ou moins jeunes qui disent
à Paris et ailleurs, nuit debout, stop, on s'arrête, machin. Les gilets jaunes, stop, on s'arrête au rond-point, quelles que soient les raisons, quelles que soient les causes, mais on s'arrête, on se met à des ronds-points et des gilets jaunes, machin. À New York, Occupy Wall Street, pareil, stop, ils s'arrêtent. Ça. Et donc, c'est quand même, je voyais quand même beaucoup de mouvements comme ça, de gens qui, au lieu d'aller manifester, ce qui était la forme habituelle de protestation, etc., disaient, mais attendez, là, juste on ne comprend plus le monde dans lequel on vit. Et ça tourne trop vite. Et donc on s'arrête. Et y compris après la Covid, vous avez un certain nombre de gens qui, alors la Covid nous a arrêtés de force, mais y compris après la Covid, des gens qui ont dit, mais en fait nous, là l'arrêt, ça nous convenait parfaitement. On continue d'être arrêtés. On rentre pas au boulot, on change de vie. Alors il y a toutes les formes de changement de vie, mais il y a aussi plein de gens qui ont dit, mais ça nous a montré que la vie dans laquelle on était engagé, tête dans le guidon, ne nous convenait pas. Et donc ce livre, il raconte ça aussi. Il raconte ces grands mouvements qui nous traversent, qui nous bousculent, qui nous obligent à avancer la tête dans le guidon. On nous dit mais continuez. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un, en l'occurrence ce professeur, il dit non. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui dit non? Ce que je veux dire aussi, Mehdi Houraoui, c'est que une fois qu'on a lu le roman, on le relit parce que effectivement tous ces petits symptômes, lapsus, etc., qu'on prend pour de la dérision, de l'ironie, il y a des indices. Ouais. Ça prend un tout autre relief quand on a lu le livre. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci à vous.